vous vous rappelez quand même qu'au tout début, je galérais à trouver un fond dans mon petit studio et que maintenant, je vous tourne des fonds différents à chaque fois. Hello, c'est Estelle. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire le Mid-Year Book Freakout Tag. Je trouve que c'est assez rigolo parce que l'année dernière, je l'ai fait hyper tôt, ce tag. Je l'ai fait genre fin mai. Et là, cette année, je suis une des dernières à l'avoir fait. Donc voilà, désolée si vous avez déjà vu 25 Mid-Year Book Freakout Tag. Nous allons tout simplement faire un petit bilan de ce que j'ai lu, ce qui était bien, ce qui était pas bien. Combien de livres Estelle a-t-elle lu durant la première moitié de l'année? 52. C'est vraiment mal parti, mais en fait j'ai eu un petit peu des coups de pression par-ci par-là, où j'ai enchaîné des fois 10 livres en 3-4 semaines, ce qui fait que ça m'a bien augmenté, que ce soit avec les challenges, avec les vidéos vlogs et tout ça. Voilà, nous sommes à la moitié de l'année, 52 livres, c'est pile poil la moitié de mon quota. Par contre, en termes de coup de cœur et tout, je dirais que pour le moment, cette année, il n'y a pas de livre qui m'a pulvérisé le cœur, qui m'a vraiment changé la tête. La première question, c'est le meilleur livre que tu as lu jusqu'à maintenant en 2022. J'en ai 3, mais c'est dur, ok, déjà que j'avais pas grand chose. 3 livres dont l'expérience de lecture était vraiment incroyable. Et je pense qu'à partir de maintenant, je vais beaucoup plus juger sur ça. C'est pour ça que je vais vous parler premièrement de The Charm Offensive de Alison Cochrane. Voilà, celui-là, vous l'avez vu, en large, en long, en travers. C'est ma nouvelle photo de profil Insta. C'était un des premiers livres que j'ai lu en 2022. C'est une romance new adulte qui reprend le principe des princes de l'amour, de la flamme, de bachelorette. Charlie, qui est donc un ingénieur dans une entreprise assez réputée, extrêmement timide, beaucoup d'anxiété, et en fait pour redorer un petit peu son image auprès de ses collègues, il veut participer à cette émission de télé-réalité. Sauf que de 1, et ben en fait il se rend compte en cours de route qu'il n'est pas forcément attiré par les femmes, et de 2, que le monde de la télé-réalité est hyper corrompu, hyper malveillant. Heureusement que il a son petit coach de scène qui est là, qui s'appelle Dave, avec qui il va entretenir une relation hyper chouette, hyper bienveillante, hyper douce, avec qui il va avoir une petite même relation amoureuse. Ce livre, donc non seulement je l'ai adoré pour la romance, mais je l'ai aussi adoré pour les reps, de la neurodiversité, et on a aussi Charlie qui est dans le spectre asexuel, et on parle aussi énormément de santé mentale dans ce livre. Il était incroyable, et une, je pense, à ce jour de mes romances préférées de tous les temps, parce qu'elle réunit vraiment tout à mes yeux. Accompagné du coup de The Charm Offensive, je vais vous présenter mon deuxième livre que je pense que je vais classer parmi mes préférés de 2022. Et les gars, je voudrais que vous applaudissiez s'il vous plaît Darkfire de Ruby Dixon. Cette année, je voulais changer la donne et je voulais commencer à faire un petit peu de praise pour ma queen Ruby Dixon. Je ne la présente pas en objet de lecture parce que c'est tellement des livres qui sont à part et c'est surtout tellement des livres que personne ne lit à part moi. Vous, ça va vous saouler, vous allez recapter. Puis là, je me suis dit non, il faut que tu fasses comprendre aux gens que Ruby Dixon, elle est pas conne. Et surtout, ce qu'elle fait, c'est incroyable. Et elle te pond des trucs avec une intrigue trop bien, de la bienveillance, du suspense, du rebondissement. C'est peut-être pas les livres avec le meilleur style d'écriture, mais c'est en tout cas une autrice qui a de la régularité, du rythme dans ce qu'elle écrit et surtout des idées, bordel. Elle a les idées et elle sait comment faire. Darkfire, c'était le dernier tome des dragons où on suivait du coup Melina et Hazard. Le livre le plus attendu, je pense, de toute la communauté des Ruby Dixonneurs. Un de ses plus gros livres qu'elle a écrit et franchement, il était incroyable. Moi, je l'attendais avec impatience puisque c'était le bouquet final et surtout, on avait la relation avec le grand méchant qui est un petit peu un personnage gris qui est Hazard, avec Melina qui est du coup cette infirmière qu'on suit depuis le début des aventures de nos petites dragonnettes. Il a mis tout le monde d'accord, il a bouclé la saga de manière magistrale et écoutez, moi j'ai vécu un moment absolument phénoménal. Donc je rends à Ruby Dixon ce qui appartient à Ruby Dixon. Parce qu'en termes de kiffance, je peux vous dire que ça surpasse les 3/4 des livres que j'ai lus cette année. Et le dernier livre dont je vais vous parler pour mes tops de cette année, il est là-bas, je vais le chercher. J'ai réfléchi en fait au degré de kiffance comparé à tout ce que j'ai lu cette année, rien ne se compare à Beyond the Black Door de A.M. Strickland. Alors que putain, ce livre, c'est, je pense, mon coup de gueule énorme, c'est-à-dire que le livre est fantastique, phénoménal, incroyable, original, bien pensé, bien mené. Mais putain, il y a une scène là, le truc dure 3 pages, ça dure 3 pages et ça gâche, putain, mais ah! On est dans une fantaisie où le monde en fait est régi par 3 déesses qui sont la déesse de la lune, la déesse du soleil et la déesse de... Putain, je sais jamais, je sais jamais. Je crois que c'est des étoiles, mais les gars, je sais jamais. Et en fait, ça correspond
correspond à la trinité, le corps, l'âme et l'esprit, et tout en fait tourne autour de ces 3 catégories-là. Et ensuite l'histoire de Kamaï, qui est une jeune soul walker, c'est-à-dire qu'elle peut marcher dans l'âme des gens, elle peut découvrir en fait l'âme des personnes si jamais elle s'endort à côté de ces personnes-là. Et en clair, sa mère va se faire assassiner et elle va découvrir que sa mère faisait partie d'une espèce de secte d'agents secrets qui justement allait marcher dans les âmes de certaines personnes pour découvrir leurs secrets, et elle va essayer de retrouver pourquoi sa mère est morte et surtout qui est ce petit monstre maléfique qui se cache dans sa propre âme depuis qu'elle est toute petite, et qu'est-ce qu'il fout là quoi. Et pourquoi est-ce qu'il est putain de BG, bordel de... incroyable fantaisie, mais juste on oublie les 3 pages du milieu là sur la scène du pendule, s'il vous plaît. Je l'ai lu dans le cadre d'un vlog de lecture avec des personnages asexuels puisque notre petit Kamaï est Ace. Question numéro 2, le pire livre que tu as lu cette année. Alors là aussi, 2 pour le prix d'1. Et pour les 2, ça va être la même raison pour laquelle je les ai détestés. Ce sont des livres qui sont très bien faits et qui sont très bien faits dans leur malveillance et dans leur problématisme. Premièrement, She Gets the Girl de 2 autrices, non, j'ai plus le nom, qui était censée être la romance FF de 2022, la romance toute mignonne de Enemies to Lovers, The Fake Dating. Les gars, ça a été mais tellement un raté pour moi. Premièrement, j'ai trouvé que les personnages étaient pas ouf, dans le sens ils étaient très stéréotypés, vraiment leur coller une étiquette sur leur tête, ils étaient pas vraiment multidimensionnels, et surtout j'ai trouvé que la relation entre les 2 petites, elle était assez toxique, notamment le personnage de Alex qui j'ai trouvé ne se rendait pas compte d'à quel point ses propos pouvaient être irrespectueux, pouvaient être vraiment méchants. On a du virgin shame dans ce livre, ça passe pas du tout quoi, vraiment pas. Ça aurait pu ne pas me déranger si jamais c'était dénoncé et si jamais il y avait une morale à la fin et si jamais surtout le personnage de Alex se remettait en question, sauf que pas du tout. Elle est présentée de A à Z comme la sauveuse, la fille qui a tout compris et la fille qui surtout a permis à Molly de trouver l'amour et de enfin sortir de sa zone de confort, et je n'aime pas trop qu'on place ce genre de personnage là comme héros, et surtout qu'on prenne leur relation comme vraiment un exemple de romantisme et de quelque chose qui est mignon alors que c'était juste malsain de A à Z. Et deuxièmement, c'est Love and Overwords de Christina Lauren. J'en ai déjà parlé en update lecture, vous savez à quel point ce livre a été compliqué pour moi. Ce livre est présenté comme le Childhood Friends to Lovers qui se passe l'été, où il y a une alternance entre le moment où ils ont 16 ans et le moment où ils se retrouvent à leurs 30 ans. Et c'est typiquement le genre d'histoire avec lesquelles j'ai un petit peu de mal parce que j'ai l'impression que il y a une espèce de schéma qui se répète. Et ce schéma-là, moi, en fait, je peux pas. Déjà, l'alternance de passé-présent, j'ai un petit peu du mal, c'est compliqué pour mon cerveau de faire progresser les 2 histoires en même temps alors que elles sont pas linéaires quoi dans la façon dont tu le lis. Afin de pouvoir justifier le fait que les personnages ne se sont pas parlé pendant 10 ans, ils nous foutent un événement qui est horrible et dont en fait on ne parle quasiment pas parce que en fin de compte les personnages finissent ensemble, tout est beau, et alors que c'est pas beau et c'est pas mignon. Et en fait dans Love and Overwords, encore une fois, il y a eu une espèce de confusion, la relation qui est belle et qui est touchante avec une relation dysfonctionnelle basée sur le mensonge et sur la manipulation. Et moi ça m'a pas plu du tout. J'ai un certain standing pour ce genre d'histoire qui se passe l'été avec des amoureux à 17 ans qui se retrouvent plus tard. C'est un truc avec lequel je résonne énormément, et du coup quand il y a des petits trucs moi qui me lancent des pics dans la tête, forcément je n'apprécie pas, et Love and Overwords m'a carrément envoyé un saut de pics dans la tête. Donc concernant l'événement dramatique qui s'est passé pour qu'ils se séparent, je n'ai pas parlé en update lecture, mais ce genre de truc pour que dans la suite du livre ce soit passé sous le tapis, qu'on n'en reparle pas et que ce soit minimisé, et je suis pas d'accord qu'on minimise ce genre de choses. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais je parle comme si j'étais ultra énervée. Je suis pas énervée. La question numéro 3, le meilleur sequel que tu as lu, donc le meilleur tome 2. Alors là les gars, c'était un petit peu la dèche. J'ai pas beaucoup lu de tome 2, et pour les seuls véritables tomes 2 que j'ai lus, c'était pas un truc sensationnel. Donc je considère que pour les compagnons, il y a comme des tomes 2, et du coup c'est le tome 2 de la saga Compagnon Shameless de Rosie Danan, The Intimacy Experiment. J'en ai aussi parlé en update lecture, mais cette romance new adulte, ça c'est le futur de la romance. Je suis trop contente qu'il y ait des trucs comme ça qui sortent et qui pave the way pour toutes les romances à venir. J'ai jamais eu autant confiance en l'humanité que vraiment avec cette meuf là. On est sur de la romance mature avec des personnages responsables et bienveillants et qui ont des caractères qui sont affirmés, qui se manipulent pas, qui s'écoutent, qui s'excusent, qui s'aiment, et en même temps ce sont des personnages qui sont complexes, qui discutent de leurs peurs, qui essayent de se soutenir, et en même
temps, on a une putain d'intrigue incroyable. Avec là, on a du coup le thème en fait du porno qui est abordé, puisque notre personnage principal, Naomi, est donc ancienne actrice porno qui aujourd'hui développe une application basée sur du contenu pour adultes. Et on a sa petite romance avec un rabbin. Et dans ce livre, on explore à fond ce que c'est que avoir un petit peu honte de son métier, avoir un petit peu honte de ce qui nous passionne et de nos valeurs, et d'arriver en fait à s'affirmer avec ça. C'est tellement sexy les gars. À quel moment est-ce qu'on peut pas mélanger bienveillance et sexy? Jamais chez Rosie Danan. J'ai un petit peu plus préféré The Intimacy Experiment. Je trouvais que le rythme était un petit peu mieux. Et il y a une scène les gars qui je pense est une des scènes les plus sexy que j'ai jamais lues de toute ma vie dans ce livre. De l'eau. Water. Quatrième question, une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu dois lire. Bouge-toi le cul, putain, pose-toi et lis. Il faut parler de plein de trucs. Mais le plus urgent, c'est le truc, THE truc. Est-ce que vous saviez que Lucy Christopher va sortir le tome 2 de Stolen qui s'appelle The Release et qu'il est sorti, puisqu'il est sorti le 22 juin, je ne sais pas, qui se passe 10 ans après Stolen, et c'est l'histoire de Gemma qui va retrouver Ty pour s'expliquer avec lui et pour lui faire payer ce qu'il lui a fait et à quel point en fait il l'a bousillé psychologiquement pour le reste de sa vie. J'avais toujours été tellement frustrée de cette fin, parce que pour moi cette fin était certes une fin qui était logique, mais c'était pas la fin du cœur. Et je sais que pour Gemma, elle le disait elle-même, que c'était pas la fin de son cœur. J'étais mais vraiment détruite de savoir qu'on n'allait jamais avoir la fin de cette histoire. Et putain, elle l'a fait Lucy, et en fait je pense que elle a pas pu s'en empêcher. Alors que Ty va retenir Gemma en captivité dans une petite baraque au fin fond de l'Australie, elle va en apprendre beaucoup plus sur elle-même et elle va finir par vouloir rester ici parce que elle vient d'une famille en fait hyper dysfonctionnelle avec des parents qui ne l'aiment pas. On a un syndrome de Stockholm évidemment qui est traité dans ce livre, mais il est tellement bien traité. Une autre nouvelle sortie que je n'ai pas lue, c'est le tome 2 des Billionnaires de Lorraine Asher, Terms and Conditions. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 est sorti en 2022 là. Et c'est donc une romance new adulte. C'est très caliente mais en même temps c'est très bien fait, c'est très respectueux. Et aussi le petit Twin Crowns qui est la nouvelle fantasy phare, tout le monde en parle. Je le lis très bientôt parce que je pense que je vais le lire dans le cadre du challenge des signes astrologiques que je fais en ce moment. Les livres que tu attends, les prochaines sorties que tu attends pour la deuxième partie de l'année, là les gars, on a le trio gagnant des romances. Premièrement, je nomme The American Romance Experience de Elena Armas. C'est celle qui a écrit The Spanish Love Deception, que j'avais adoré en 2021. C'est son nouveau roman, je vais le lire, je vais le dévorer et j'espère que ça va être incroyable. C'est une romance new adulte et comme le dit le titre, ça doit sûrement parler de roommate. La deuxième de ce trio gagnant, c'est Must Be Love on the Brain, Ali Hathaway, qui était l'autrice de The Love Hypothesis, qui est donc un autre livre dans sa saga des Feminists, où on suit en fait des filles qui sont dans la sphère de la biologie ou des sciences pour un petit peu mettre du girl power au sein des ingénieurs biologistes. Et le troisième du trio gagnant, Kiss Her Once for Me de Alison Cochrane. Je crois que c'est peut-être le tome compagnon de The Charm Offensive, mais je sais pas, je suis pas sûre. Dans tous les cas, c'est Alison, et moi Alison, je lui fais confiance. La question numéro 6, ça c'est une de mes questions préférées. Le plus gros disappointment, donc la déception. Putain, mais qu'est-ce que vous avez foutu les gars? This Woven Kingdom de Tahara Mafia. Ce livre, mais quel scandale. C'est elle qui a écrit la saga Shatter Me, qui est ma saga préférée de tous les temps. Et je pense l'autrice qui m'a donné envie d'écrire. Et du coup, quand elle est arrivée avec sa nouvelle saga de fantasy, j'ai dit chouette. Puis j'ai fait, oh putain, est-ce qu'on peut faire style que ce livre n'est jamais sorti? Les personnages étaient chelous, ils n'étaient pas stables dans leur personnalité, et surtout, c'était pas intéressant malheureusement quoi, et la couverture est moche, et je suis trop triste! Parce que vas-y, enfin, c'est Tahele quand même. Tahele, celle qui a créé Warner. Le numéro 7, un livre qui t'a surprise, la biggest surprise, et je vais la chercher. J'en ai parlé pendant une demi-heure tout à l'heure, mais Beyond the Black Door, qui était un livre que je n'avais jamais vu de ma vie, et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Et ensuite, Le petit bébé de Fine Print de Lorraine Asher. Oh my god, les 15 premiers pourcents te vendent un truc hyper trash. L'histoire commence et tu te dis, oh putain, mais en fait, c'est du génie. Et c'est du génie insoupçonné. Ce
livre possède des personnages qui sont tellement bien pensés, multidimensionnels, qui sont mais matures, tout en étant taquins, tout en étant un espèce de hate to love, avec un grumpy sunshine de ta vie qui se passe à Disneyland. Et il y a une scène d'excuses dans ce livre qui est phénoménale et qui pour moi est un exemple à suivre dans les romances. La question numéro 8, ton nouvel auteur, autrice préférée, Rosie Danan, celle qui a écrit la saga Shameless, donc une autrice de romance. J'ai adoré ces deux livres et franchement j'ai retrouvé dans sa plume et dans ses histoires tout ce que je recherche dans des romances, que ce soit le rythme, le côté assez drôle, le côté très sexy et le respect et communication bienveillance. C'est un 100% pour Rosie Danan. Question numéro 9, nouveau personnage préféré ou nouveau crush? Zara, qui est donc la meuf principale de The Fine Print, qui j'ai trouvé était la meuf la plus appreciative. Elle était tellement reconnaissante. Elle n'était pas la meuf qui gueule pour rien. Quand elle gueule, c'est vraiment pour des trucs qui ont leur importance. Elle s'affirme, elle se connaît, elle pose ses limites et elle est juste. C'est-à-dire que quand tu fais ce qu'il faut pour t'excuser, et ben elle te pardonne. Cette meuf, elle a vraiment conscience que la vie est un cadeau. Elle va pas en fait refuser de te parler juste pour son ego, tu vois, et juste pour prouver son point. Non, elle va te récupérer dans sa vie parce que t'es important pour elle. Et ça, je trouve que c'est pas donné à tout le monde, donc du coup je l'adore. Et en même temps, je l'ai trouvée tellement cool au lit, cette meuf. J'ai trouvé qu'elle avait une espèce de nonchalance dans toutes les scènes intimes qui était incroyable à lire. Et franchement, elle m'a détendue. Elle rend ça tellement fun et sexy et sans aucune prise de tête. J'ai trouvé ça très très agréable. Numéro 10, un livre qui t'a fait pleurer. Et là les gars, j'ai une petite réponse pour vous. Every Summer After. Ceci fait partie de mes dernières lectures dont je n'ai pas encore parlé. C'est la fameuse histoire d'amour qui se passe pendant l'été où les personnages ne se parlent plus à leurs 18 ans, tu sais pas pourquoi, ça alterne passé-présent, ils se retrouvent à leurs 30 ans et ils réparent tout. Non seulement, même moi je n'ai pas forcément envie de vous rentrer dans les détails, mais en gros ce livre m'a fait un effet hyper particulier. J'ai eu l'impression que ce livre a été écrit par quelqu'un pour moi. À partir du moment où tu captes c'est quoi l'événement qui a fait que les deux ne se sont plus parlé pendant 10 ans, c'était très lourd pour moi. C'était très très lourd pour moi parce que ça a résonné de plein de façons différentes et ça m'a en fait fait mal. C'était hyper réel et franchement, moi je l'ai ressenti mais dans la gorge quoi. Les personnages étaient trop humains à mon goût et je pense que c'est ça qui a fait que ce livre, je saurais pas le noter parce que genre t'es vénère, pourquoi? J'avais pas besoin de ça, j'avais pas besoin qu'on me rappelle ça et qu'on me dise ça, mais lui il l'a fait et il l'a super bien fait. T'aurais pas pu faire mieux pour vraiment me casser au sol et du coup c'était bien fait, c'était extrêmement bien fait. Du coup je peux pas dire que le livre était mauvais, mais voilà, du coup j'ai pleuré, mais j'ai pleuré un peu de nerfs. À l'inverse, un livre qui t'a rendu heureuse, premièrement Flashfire, le tome 2 de The Revolutionaries de T.J. Klune. C'est ma saga doudou, un petit peu ma safe place, le livre de T.J. Klune. C'est la suite de nos super héros Miraculous version américain. L'histoire continue et ça m'a fait vraiment du bien de me replonger dans ce petit contemporain paranormal où il y a des super héros alors qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont à l'école. Question numéro 13. Quels sont les livres qu'il te reste à lire pour cette fin d'année? Je vais dire qu'un seul livre qui, je le sens, me guette. Et je crois que ça va faire mal. Et je mets tellement d'espoir sur lui, donc si jamais il me déçoit, je le renie. Alone with You in the Ever. Ce livre a fait son apparition sur TikTok grâce à notre très cher Ayman. Et putain, la manière dont elle en parle, moi ça m'a transcendée et ça m'a tellement intriguée. Et tout ce que les gens en disent, ça a l'air incroyable. Mais en gros, ce sont deux personnages qui ont des gros soucis de maladie mentale, mais qui arrivent à s'aimer. Et je n'en sais rien d'autre, à part que c'est un livre qui est hyper introspectif et qu'il faut que je l'achète en papier pour pouvoir le lire et l'annoter. Et que je vais le lire avec la plus grande attention et la plus grande délicatesse pour qu'il me fasse l'effet que je veux qu'il me fasse. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour du coup ce petit tag. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre livre préféré pour vous de ce début d'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.